Il est 19h10, bonsoir auditeurs, auditrices, bienvenue à toutes et à tous dans Intégral Foot, l'émission, le show du jeudi soir sur la web radio Ville Lumière. Avec vous ce soir à la présentation, moi-même, Béchir Ben Mefta, et comme d'habitude les consultants Sacha Roulin. Bonsoir Sacha et bienvenue à toi. Bonsoir les amis, salut à tous. Alors attention ce soir, c'est le grand retour, le comeback d'un passionné du PSG, mais avant tout et surtout, le retour d'un passionné de radio. Avec plus de 7 ans d'expérience, 7 ans de radio, dont un long passage chez la radio Liberté pour les auditeurs. Bonsoir Xavier Coulant, et bienvenue chez toi. Welcome back mon ami, je suis très ravi de t'avoir à nos côtés, pour cette saison. Bon retour, je te donne la parole, bienvenue à toi. Bonsoir Béchir, bonsoir Sacha, et puis bonsoir à tout le monde, et comme tu dis, retour en radio. Et en plus, dans une radio où j'étais passé, quand j'avais quitté Liberté pour les auditeurs à un moment, pour parler football, j'ai envie de changer autre chose que de parler tribune, ce que j'ai fait pendant très longtemps. Et puis je reviens enfin chez vous, et puis je pense qu'on va faire de bonnes émissions. Et je suis content de retrouver en plus Sacha, avec qui on voulait travailler depuis longtemps. Tous les deux, on voulait se retrouver sur une radio. Et puis on va le faire maintenant chez nous, je vais dire, parce que je dis souvent chez vous. Et je suis content de participer enfin à l'aventure aux Villes Lumière pour de bon. Et on va faire de belles émissions que j'espère les auditeurs vont apprécier. Alors ce soir, dans la première partie de l'émission, vous retrouverez l'interview d'Eric Rabessandratana, l'ancien capitaine et défenseur du Paris Saint-Germain. Et puis dans la seconde partie de l'émission, on reviendra sur l'actualité pour en débattre, sur le tacle glissé de Sacha sur Kurzawa et Evra. Et par la suite, on va parler un peu de l'affaire Nabil Fekir. Avant de donner le coup d'envoi de l'émission, on va écouter In the Shadow du groupe de Rasmus et on revient juste après. On est de retour dans Intégral Foot avec Sacha, avec Xavier, et ce soir notre invité est arrivé, Eric Rabessandratana. Bonsoir Eric, bienvenue à vous sur la web radio Ville Lumière. Merci, bonsoir à tous. Bienvenue à vous, donc ça fait très bon plaisir de vous avoir. En tout cas, je vais commencer avec une première question qui est simple, et vous qui avez été défenseur central, pensez-vous que Kimpembe peut devenir meilleur que Thiago Silva ou Marquinhos ? Il peut devenir très bon. Après, chacun a ses qualités un petit peu à part. Marquinhos est en train de devenir un très grand défenseur, même s'il était déjà bon un petit peu avant. Mais voilà, Kimpembe le deviendra. Il deviendra même, je pense, le défenseur principal de l'équipe de France aussi, parce qu'il a une force de caractère et dans ses interventions, il est assez impressionnant. Il a quelques petits défauts qu'il faut qu'il corrige parce que de temps en temps il est un petit peu trop facile. Alors bon, c'est forcément le fait de jouer dans une équipe où le football est facile, c'est sûr que ça aide, mais voilà, il faut qu'il gomme un petit peu tout ça. Mais je pense qu'il va devenir un très grand défenseur. Alors après, de là à dire qu'il sera meilleur que Thiago Silva, il a ses qualités, Thiago Silva a les siennes. Je pense quand même que ce sera un très grand défenseur.
D'accord. Moi, c'est Xavier. Bonsoir, Eric. Bonsoir, Donc, déjà, j'ai deux petites questions. Donc, pour rebondir sur ce que tu viens de poser, Béchir, là, justement, Eric, on a souvent parlé de Mamadou Sakho. Par rapport à son potentiel, vous le pensez comme beaucoup supérieur à Mamadou Sakho, Kimpembe, ou c'est un joueur qu'on peut se poser des questions, est-ce qu'il va réussir ou pas, parce que on en a parlé beaucoup de Mamadou Sakho, mais il me semble beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort que lui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je pense qu'il sera meilleur que Mamadou Sakho. Après, Mamadou Sakho était un bon joueur, mais il a compensé aussi ses manques par sa hargne et son envie de gagner, de défier les adversaires. Ce que n'a pas besoin de faire Kimpembe, parce que dans les duels, il est plus fort que Mamadou Sakho. Maintenant, il faut qu'il ait quand même du caractère. Il faut qu'il contrôle son caractère aussi, parce que de temps en temps, il en met un peu de trop, et il aurait pu être expulsé, par exemple, à Metz cette année, où il fait une grosse faute sur Rivière, et il aurait pu être expulsé, et ça aurait pu poser des problèmes à Paris, parce qu'ils n'étaient pas super bien pendant ce match. Mais voilà, sinon le reste, il a tout ce qu'il faut. Il a l'intelligence de jeu, il a les capacités physiques, il a le souci de bien relancer dans le jeu aussi, et ça c'est important dans une équipe qui joue au football. Et après voilà, il va grandir avec de l'expérience, il va grandir, mais il va grandir certainement plus vite que certains joueurs qui sont dans d'autres clubs moins performants que le Paris Saint-Germain. Mais d'ailleurs, vous avez joué au PSG, et d'ailleurs, moi j'étais au Parc des Princes quand vous étiez là, et d'ailleurs on a beaucoup galéré à suivre le speaker quand il disait Eric, il fallait dire Rabé Sandratana derrière, je m'en rappelle encore. Et justement, moi je voulais vous poser la question, quand vous êtes passé de Nancy au PSG, bon c'était pas le PSG actuel, mais c'était déjà un PSG quand même performant. Ouais. Même si c'était un peu la fin des heures dorées, ça commençait à aller un peu moins bien. Ouais, c'était la fin de l'ère Denisot, oui. La pression, quand on passe justement d'un club comme Nancy au PSG, elle est vraiment forte, la pression sur les épaules à surmonter? Oui, elle est forte parce qu'on arrive dans un autre monde, hein. Forcément, le PSG, ça représentait le plus grand club de France. Et en fait, en plus, vous arrivez après le titre de 96 de la Coupe des Coupes. Alors, j'arrive après le titre, mais j'arrive aussi après la défaite en finale contre Barcelone. Donc, ça s'était peut-être un petit peu atténué. Et voilà, ils étaient en train aussi c'était un peu la fin d'un cycle. Voilà, il y a eu une dernière année, et j'ai eu la chance de jouer avec des joueurs qui ont représenté l'âme du PSG, c'est-à-dire que voilà, vous aviez encore Guérin, Roche, Le Guen, Fournier, tous ces joueurs avec Rai, tous ces joueurs en plus avec des nouveaux comme Simonet et Gava et Maurice, qui représentaient un petit peu l'équilibre entre cette ancienne génération et la nouvelle. Et franchement, c'était une équipe superbe. Et il y avait beaucoup de pression, parce que moi j'arrivais de Nancy, où il a fallu que je fasse un peu plus de boulot et travailler un peu plus à l'entraînement pour me démarquer un petit peu des autres, parce que voilà, quand vous arrivez dans une équipe où vous avez Le Guen, Roche et même Ngoti derrière, voilà, la priorité c'est ces trois joueurs, et après vous devez faire votre place. Et moi j'avais confiance en mes qualités. Et je me suis dit que de toute façon, il fallait bosser et qu'il fallait être patient. Et j'ai été patient. J'ai eu un peu de réussite parce que Roche s'est blessé à son genou, et à cause de son genou, et ça m'a permis de rentrer dans l'équipe beaucoup plus vite. Et puis après, j'en suis plus sorti. Donc c'était voilà. Mais il faut être bon au bon moment. Faut travailler. Faut être patient. Faut supporter la pression. Et puis après, voilà, c'est tous les ingrédients qui font que ça a bien marché pour moi. Alors Eric, bonsoir. Moi, je suis sincèrement, je suis très très content de vous avoir ce soir dans l'émission. Moi, j'avais une question un peu gênante, parce qu'on a parlé beaucoup des défenseurs. Vous venez de parler de cette finale contre le Barça perdu. Moi, ma question, c'était ce match, parce que j'ai regardé vos archives, votre carrière, et j'ai vu que vous étiez présent sur le terrain de La Corogne pour La Corogne PSG. Match terrible. On rappelle les faits, hein. Le PSG mène 3-0. Alors, vous êtes ce soir-là, c'est fantastique, tout va bien. Et ça se termine à 4-3. Donc, le constat, c'est que déjà, le PSG et déplacement en Espagne, c'est vraiment pas ça. Et c'était pour annoncer celui qui arrivait derrière. Voilà, c'est ce que j'allais dire, justement. Mais comment c'est
Comment est-ce qu'une équipe peut se liquéfier à ce point Bah, c'est très simple en fait. C'est très simple, c'est-à-dire que ça a été alors moi j'étais remplaçant pour ce match. Je suis rentré à, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que je suis rentré à 3-1. Ouais, à 3-1. Je suis rentré et on venait juste de prendre le but et donc je suis rentré et je me rappelle plus à la place de qui je suis rentré, mais en tout cas je suis rentré et le problème c'est que Luis Fernandez a fait des choix et il a voulu renforcer le secteur défensif et a enlevé quasiment tout le secteur offensif. Et ce qui fait qu'on n'avait plus du tout de point d'appui devant pour garder le ballon. Et le ballon faisait que revenir. C'est-à-dire qu'on sortait le ballon, on défendait, et le ballon faisait que revenir. Et à force de subir ces attaques, on a créé beaucoup de corners. Et sur les corners, c'était Aliou Cissé, je crois, qui était au marquage et 2 fois il marque. Et puis après le troisième, je me rappelle plus comment ça se passe. Je sais pas si dans le jeu. Le troisième, c'est sur un corner. C'est sur un corner aussi. Je sais pas si c'est 3 corners, c'est les 3 buts, mais en tout cas. Pas loin. C'est presque. Il y a le même attaquant espagnol là qui avait mis plusieurs buts là. Oui, bah c'est ça en fait. Pandiani ou quelque chose. Ah, je sais plus comment il s'appelait, mais en tout cas, je sais que et Tristan, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà. Et en fait, on a subi tellement d'attaques de la Corogne parce qu'on n'avait personne pour garder le ballon devant. C'est ce qui a fait que l'un dans l'autre, on a sorti le ballon, on a sauvé des situations et le ballon est sorti souvent en corner. Et puis sur plusieurs corners, on a pris des buts. Souvent, on comprend pas, mais justement, quand vous menez 3-0 à la mi-temps, là, on peut prendre l'exemple aussi avec le Barça PSG avec le retour. Même si le PSG menait pas au Barça, ils ont pris un but vite fait. Mais quand vous menez 3-0 à la mi-temps, qu'il y a un retournement de situation, on avait eu ça pour la finale Liverpool-Milan aussi. Est-ce que inconsciemment à 3-0, vous dites on prend un but, c'est rien, vous jouez un peu plus. C'est vraiment parce que le matin, ça existe ça, le fait de le pied un petit peu et puis de se retrouver pris au piège dans un tel match. Ça existe parce que, mais c'est pas un cas volontaire des joueurs. Ça existe parce que naturellement, quand vous menez 3-0, inconsciemment, vous vous dites que vous avez fait le plus dur. Et que après maintenant, il reste juste à gérer les choses. Sauf que gérer les choses, c'est pas lever le pied, c'est justement durcir un petit peu le secteur défensif pour empêcher de prendre ce but qui va remettre un petit peu de doute. Alors, même si on mène par 2 buts, la tendance c'est un petit peu inversée comme ça. Parce que l'équipe d'en face est sur une bonne dynamique et elle a envie de pousser pour essayer de faire cet exploit et l'équipe qui mène redevient pas fébrile parce que il y a quand même toujours cet avantage mais moins sereine et ça peut permettre des inversements dans le score et on l'a vu nous on l'a testé. Je sais pas si vous étiez au commentaire pour le Barça PSG le retour, mais à mon avis ça vous avez dû avoir des souvenirs qui sont montés à la surface de les voir. Non, j'étais pas au commentaire tout simplement parce que mon fils est né le matin même de ce match, donc je suis pas allé au match et j'étais le sentiment partagé parce que très content de la naissance de mon fils et surtout frustré parce que j'allais pas là-bas au début. Et finalement, je me suis retrouvé à regarder le match le soir et je me suis dit, mais heureusement que j'étais pas là-bas parce que sortir de ce stade en ayant vécu ce scénario, sur France Bleu, on a pu voir l'émission hier avec Cazard qui dit, je suis sorti du stade, c'était une horreur parce qu'il dit, c'est pas possible quoi, d'arriver, d'avoir ce score. Il dit pour l'anecdote qu'il croise. Qui peut pas arriver ça. Ah non, mais là, personne ne pouvait imaginer ça, c'est pas possible. De gagner 4-0 à l'aller et de perdre 6-1 au retour, personne ne pouvait imaginer ça. Même en étant très mauvais, on pouvait même pas imaginer que c'était possible. Alors bon, c'est sûr que on va pas polémiquer, mais c'est sûr que les Barcelonais ont été bien aidés par l'arbitre, mais aussi par les Parisiens qui sont arrivés tellement fébriles sur ce terrain que c'est presque impossible à croire parce que avec 4 buts d'avance, même si vous avez le Barça en face, c'est le Paris Saint-Germain avec beaucoup d'expérience. Vous vous retrouvez en difficulté pendant ce match-là, et puis finalement au retour de la mi-temps, vous jouez pendant 10 minutes et vous avez un poteau, un but et 2 face à face, et vous pouvez plier le match et c'est fini. Il y a plus d'espoir, il y a plus rien.
et finalement vous prenez 3 buts en 10 minutes à la fin là, et vous vous dites mais c'est pas possible. Mais est-ce que c'est aussi la peur, Eric? Est-ce que elle manque d'expérience de certains joueurs? Est-ce que ça peut être ça aussi? Je pense qu'il y a eu de la peur, mais elle a été même. Ouais, non, mais c'est de la, voilà, plus que de la peur même. C'est la pression, c'est le trac en fait. Mais je pense qu'on a été déstabilisé aussi. Alors normalement ça doit pas arriver, mais bon, c'est un phénomène on a été déstabilisé par la presse française qui n'a fait que pendant 15 jours, n'a fait que ressasser le fait que c'était possible, que ce Barça pouvait faire, que machin. Alors que si vous aviez inverser la tendance en supportant le Paris Saint-Germain, en disant voilà, le Paris Saint-Germain doit faire un match sérieux, ils doivent. Là, c'est pas pareil. Tandis que là, on est dans une dynamique négative avec que du positif pour les Barcelonais. Les Barcelonais ont joué au bluff aussi en disant qu'ils allaient le faire, que c'était possible, que machin. Et en fait, ça a marché parce que les Parisiens se sont laissés influencer par tout ce discours. Et malheureusement, ça a bien réussi et les Parisiens sont tombés dans le panneau. Il y a le fait que quand Cavani marque le but, là on se dit bah voilà, ils ont marqué. Ah bah oui, mais tout le monde. Et puis bien sûr. C'est fini. Mais il fallait juste marquer un but. Il fallait juste marquer un but. Non mais il fallait juste marquer un but et pas en prendre 6. C'était quand même le scénario le plus facile possible. Hein. C'était quasiment comme on dit, quasiment fait. Sauf que voilà, faut avoir des regrets parce que à la fin, il y a une telle frustration de se dire comment c'est possible de faire un match aussi merveilleux à l'aller à 4-0 où c'est sans appel parce que le Paris Saint-Germain a tellement mené sa victoire et ce match d'un bout à l'autre qu'on s'est dit c'est pas possible qu'il sombre autant sur ce match retour. Mais voilà, c'est alors dans notre malheur, on va dire. C'est ce qui a déclenché certainement la réaction de l'émir et de se dire là il faut qu'on change des choses parce que c'est pas possible quoi. On est la risée de l'Europe sur un score comme ça. Il faut frapper un grand coup et c'est ce qu'il a fait au mercato d'été. Et pour notre plus grand bonheur, maintenant il va falloir concrétiser. Mais voilà, peut-être que s'il n'y a pas ce scénario en Coupe d'Europe, qu'on n'a pas Neymar et Mbappé qui arrivent derrière avec Alves. En parlant de Dani Alves, pensez-vous que c'est le taulier aujourd'hui de cette défense parisienne? C'est le joueur qui a le plus d'expérience. C'est pas compliqué, qui a le plus de titres déjà, mais qui a le plus d'expérience et qui a un discours fédérateur avec la motivation qui va avec, parce que c'est un mec qui a envie de gagner tout ce qui joue. Donc ça c'est le côté positif et on avait besoin de joueurs comme ça. Le côté un peu plus difficile, c'est-à-dire c'est le côté physique où là il a quand même 34 ans je crois, où ça devient difficile et là il a besoin d'être c'est là où on a un petit déséquilibre parce que on a un Meunier qui va nous rendre des services énormes et qui pourrait être titulaire si Alves n'était pas là mais voilà il y a Alves avec son expérience et son discours qui va prendre le dessus. Mais il y a pas de différence entre les deux. C'est-à-dire que Meunier, il est capable largement d'amener énormément dans le jeu du Paris Saint-Germain. Sauf que, voilà, vous avez cet Alves qui est peut-être de temps en temps, où on l'a vu, il était en difficulté, même à Anderlecht, où là, il est pris de vitesse assez souvent. Et c'est là où il faut un Marquinhos qui soit capable de couvrir. Il faut une défense centrale où vous avez les mecs qui anticipent à l'avance parce que voilà, on doit savoir que il sera peut-être défaillant parce qu'il va peut-être tomber sur un mec qui va vite, peut-être un mec qui est technique, peut-être que voilà, donc forcément on peut pas lutter contre contre les années et il a besoin d'un coup de main dans ce domaine-là. Après le reste pour le jeu et pour la motivation, on regarde à Angers. Alors c'était que Angers, mais il fait 2 passes décisives, il nous met dans le match direct et puis il fait un beau match. Donc voilà, on a besoin de jouer intelligemment et de compenser peut-être les manquements, mais alors c'est pas des manquements volontaires. C'est pas des manquements volontaires, mais aussi. Mais voilà, il faut savoir s'adapter aux joueurs qui sont sur le terrain et savoir que maintenant,
Il a d'autres choses qui sont positives. Le fait de mettre Draxler au milieu de terrain, c'était une bonne idée aussi parce que voilà, il faut l'utiliser. Draxler, il est bourré de qualité, il est dans un bon état d'esprit et c'est celui qui s'intègre le mieux au milieu de terrain quand Mota est pas là et peut-être que même il va donner une option supplémentaire en disant que peut-être que Mota il sera pas là. On verra bien par rapport à l'expérience. On a toujours besoin de Mota, mais voilà, ça devient aussi difficile physiquement. Mais voilà, il trouve des bonnes choses. Mais il est toujours dans le fait d'insister quand il y a un Di Maria qui est moins bon, il va toujours, comme c'est son joueur Di Maria, il trouvera toujours les moyens de le faire jouer alors que un Lo Celso qui mérite aussi, il joue pas souvent. Et puis à propos des milieux de terrain, on a vu une prestation très aboutie du PSG à Angers ce week-end. À mon sens d'ailleurs, c'est la prestation la plus aboutie depuis le début de la saison. C'est vrai, je suis d'accord. Et justement, dans cette équipe, dans ce match, j'ai trouvé Rabiot en sentinelle vraiment excellent. Est-ce que finalement, c'est pas son meilleur poste? Mais Rabiot, ce sera son poste. Bien sûr que c'est son poste. Il est juste, pour l'instant, il n'a pas encore accepté le fait que. Mais de toute façon, je vous le dis. Plus ça va passer, plus les années vont passer, et plus il va finir à ce poste-là, parce qu'il a toutes les qualités pour jouer là, et c'est un relayeur. Techniquement, il est très fort, il est capable d'amener le jeu un petit peu plus haut, soit en conduisant le ballon, soit en faisant les passes qu'il faut. Donc il a tout ce qu'il faut pour jouer à ce poste-là. Sauf que il n'a pas envie de jouer à ce poste-là. Alors, il l'a pas dit clairement, parce que tout le monde n'arrête pas de dire, il l'a pas dit clairement, mais on sent bien qu'il n'a pas du tout envie de jouer. Alors, on a trouvé un bon compromis, c'est-à-dire que Verratti fait bien le roulement avec Rabiot, ce qui fait que Rabiot peut se projeter de temps en temps. Il a besoin de ça pour retrouver sa confiance et sa percussion dans le jeu. Et il est intéressant de ce côté-là. Donc ça c'est bien parce que Verratti décroche et fait voilà. En plus on a un Draxler qui est capable de le faire aussi. Donc s'ils arrivent à mettre en place cette rotation et à faire le travail défensif comme il faut, parce que Verratti est bon défensivement en ce moment. C'est-à-dire qu'il travaille, il fait des tacles, il récupère des ballons. Il est très bien actuellement, ouais. Et ça, c'est intéressant et on a besoin de ça. Si Verratti est capable de faire ça, si Rabiot est capable de faire ça, on aura peut-être moins besoin de Mota. Pourtant, Mota, c'est pas le meilleur joueur défensivement, mais lui, au moins, il fait le boulot défensivement. Donc, si on a deux joueurs comme ça qui sont capables de le faire, plus Draxler qui va le faire naturellement, c'est un Allemand, il a cette rigueur. Voilà, on va compenser. Mais n'empêche que dans l'absolu, il aurait fallu un joueur avec du gros caractère, capable de mettre des coups et de mettre l'agressivité qu'il faut au milieu de terrain parce qu'on a trop de joueurs techniques. Le seul bémol, c'est que Thiago Motta, excuse-moi de te couper, le seul bémol, c'est que Thiago Motta, même s'il est quand il sera opérationnel, ça sera peut-être difficile de le laisser sur le banc parce que ça fait quand même partie des hommes de base de l'équipe, même si bon, il pourrait en sortir, hein, je suis d'accord, mais est-ce il mettra Thiago Motta sur le banc au profit d'autres joueurs? Ça risque d'être difficile. C'est toujours pareil. On va voir selon l'opposition. En championnat, c'est aucun souci de mettre Motta. Donc déjà, il est quasiment sûr de jouer en championnat. Après, voilà. Après, là, c'est la Ligue des Champions. Alors la Ligue des Champions, peut-être qu'il peut se passer de Motta. Il va pouvoir rentrer dans le jeu. Il va pouvoir. Voilà. On a du monde pour jouer, mais ce Paris Saint-Germain là a un souci, c'est quand on met beaucoup d'agressivité, ils aiment pas trop. Comme donc, mais on est capable quand même de jouer malgré ça. C'est-à-dire que voilà, mais si derrière ça tient, quand on a une équipe en face qui met de l'agressivité, on aura toujours des occasions parce qu'on a trois bombes devant. Donc, voilà, il faut arriver à tenir cette agressivité, à subir cette agressivité. Quand on va tomber sur des gros milieux où il y aura tout ce qu'il faut dans l'impact et tout ça, on verra bien comment ils vont réagir. C'est là où je me pose des questions de savoir si ce Paris Saint-Germain-là est prêt pour déjà gagner la Ligue des Champions. Moi, je ne crois pas encore qu'il soit prêt. Mais en tout cas, on est prêt pour aller loin, même si on a l'impression que comme là, ils ont gagné tous les matchs, ils n'ont pas pris de but et que voilà, ça reste la phase de poule et la phase de poule, c'est toujours plus facile. Depuis l'année dernière, donc vous êtes aux côtés de Bruno Salomon, qu'on salue d'ailleurs pour commenter les matchs du PSG sur France Bleu. Donc ça fait quoi d'être commentateur et surtout de commenter des matchs aux côtés de Bruno Salomon? Ça fait mal aux oreilles. En fait, déjà Bruno, c'est super facile de commenter à côté parce que on s'adapte à lui, à son flow par rapport à comment il parle et comment il présente les choses, mais
voilà, c'est très facile de s'adapter à ça. Après, moi, je le fais naturellement parce que je pense déjà comme ça, sans faire de commentaires. Déjà, quand je suis chez moi, je me les fais tout seul presque. C'est-à-dire que je suis tellement passionné et que alors bon, j'utilise pas les mêmes mots des fois parce que les joueurs m'énervent mais dans le principe, voilà, je suis déjà naturellement comme ça. Donc c'est pour ça que c'est pas dur pour moi de faire le commentaire et d'expliquer ce qui se passe sur le terrain parce que je réfléchis déjà comme ça. Mais je pense que c'est une passion. Moi j'aime beaucoup la radio. Je trouve que c'est le média le plus naturel de tous les médias, c'est-à-dire on a les journalistes et la presse écrite qui peut éventuellement de temps en temps déformer les choses, la télé qui peut changer un petit peu la vision que vous pouvez avoir de la personne parce qu'il y a toujours le côté physique. Et la radio, je trouve que c'est le côté le plus naturel parce que voilà, il n'y a pas de choses qui vont changer ou qui vont vous faire penser que voilà, non, là vous sortez les choses, vous dites ce que vous avez sur le cœur et ça sort naturellement et c'est plus facile, je trouve, et c'est plus naturel. Mais est-ce que vous vous voyez continuer en tant que commentateur chez France Bleu ou ailleurs, en tant que consultant, commentateur, etc. Ou est-ce qu'on pourrait vous voir un jour en tant qu'entraîneur, directeur sportif ou un autre métier lié au football? Je reste persuadé dans mon fond intérieur que je suis fait pour entraîner. Après, voilà, après ce sera dans certaines conditions parce que voilà, le football est un milieu un petit peu particulier et pour moi, il faudrait les bonnes conditions. Alors, c'est pas que je suis difficile, c'est que je pourrais pas travailler dans un climat un petit peu particulier qui est un petit peu ambigu. Non, moi, il faut que les choses soient claires et que tout le monde travaille dans le même sens pour que je puisse prendre du plaisir et prendre de l'expérience aussi, parce que voilà. Mais la radio, j'aime beaucoup, donc j'ai pas spécialement envie d'arrêter maintenant parce que je prends beaucoup de plaisir et puis en plus moi j'aime bien voir les matchs, c'est-à-dire que ça me donne l'occasion d'être dans le stade, d'être dans l'ambiance de la situation et de vivre le match en direct et de pouvoir en plus expliquer des choses qui peuvent intéresser des gens qui connaissent peut-être moins bien le foot. Donc ouais, ça reste une passion et j'aime beaucoup ça. Puis c'est vrai qu'avec le support de la radio, j'ai l'impression que tu peux expliquer beaucoup plus de trucs avec un temps beaucoup plus important qu'à la télé, où par exemple dans une émission comme le CFC, tu es obligé de tout résumer en quelques minutes, tandis qu'à la radio, c'est plus intéressant, je trouve, parce que tu peux développer une idée, puis tu as beaucoup plus de temps. Et ouais. ce côté-là, il est vraiment intéressant. D'ailleurs, j'écute beaucoup plus la radio que je n'écoute la télé, quoi. On a l'impression que la télé, c'est plus pour le grand public, et des fois, la radio, tu peux rentrer plus dans des débats pour les vrais passionnés. C'est peut-être un peu ça, ils ont plus de temps, comme tu dis. Ouais, c'est possible. C'est vrai que le plus dur dans la radio, c'est de partager ce qu'on est en train de voir. Ça, c'est plus dur parce que voilà, les gens n'ont pas l'image, rarement, ou des fois ils l'ont et voilà, ils écoutent quand même la radio, donc là c'est plus facile. Mais vous êtes obligé quand même de donner les détails, un peu plus de détails par rapport au jeu, par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Et ça peut changer un petit peu la vision des personnes qui n'ont pas les images. Et je trouve que ça dépend aussi des deux personnes qui vont faire les commentaires. Là, je trouve qu'on est complémentaires avec Bruno parce que on arrive à s'organiser sur le temps, à des interventions, sur l'explication. On peut revenir sur des actions qui se sont passées avant parce que il y a peut-être une utilité par rapport à la mentalité qui joue derrière dans le jeu ou dans les phases de jeu qui se passent sur le terrain. Donc ça c'est intéressant, mais ça vient d'une bonne complicité aussi des deux qui font les commentaires. Et donc vous qui avez aujourd'hui quel est le joueur le plus agaçant que vous avez rencontré durant toute votre carrière? J'allais demander. Dans ma carrière ou là actuellement? Dans votre carrière. Enfin, joueur ou entraîneur, on s'entend. Hein. Ouais. Le plus agaçant, dans ma carrière, voilà, c'est dur. Dans ma carrière, il y en a pas mal des joueurs agaçants.
Il y avait qui m'a agacé. Il y avait Trezeguet parce que Trezeguet quand on jouait contre Paris, quand on jouait Monaco et qu'il jouait contre Paris, il arrêtait pas de dire tous les ans, à chaque fois qu'il jouait contre Paris, il faisait des articles pour dire qu'il était au centre de formation, qu'il n'est pas sorti à Paris parce que machin. Et ça m'agaçait parce que voilà, il y a deux responsables dans ces cas-là. Il y a le club qui n'a pas fait ce qu'il fallait et aussi le joueur qui est peut-être pas sorti de tous les joueurs qu'il y avait là parce qu'il a peut-être pas fait non plus tout ce qu'il fallait aussi. Donc voilà, et puis il mettait ça tous les ans en mettant que le PSG ils étaient pas bons parce que donc à chaque fois que je jouais contre lui, je lui mettais des coups parce qu'il m'énervait. Mais voilà, c'était. J'espère que vous allez me citer Ravanelli. Ravanelli, parce que moi j'y étais. Ravanelli, mais c'est autre chose encore. C'est le pire dans cette histoire, c'est que non, mais il a bien joué le coup. Après, voilà, il y en a d'autres qui vont réussir dans d'autres situations, mais lui, il a bien joué le coup sur ce match. Sauf que après, il en a tellement fait en disant que voilà, il a souffert, que du coup, il a pris un petit peu les gens pour des cons. Et ce qui fait que les arbitres ont dit ah ouais, tu nous prends pour des cons. Mais les matchs d'après, il y avait des fautes qui étaient réelles sur lui. Il sifflait pas. Et il sifflait pas parce que voilà. Et c'est lui qui a subi cette frustration finalement à la fin, simplement parce que il n'a pas voulu reconnaître qu'il avait été malin et qu'il avait réussi son coup. Point. Puis c'est fini. Ça passe, ça arrive. Il y a d'autres joueurs qui ont fait dans d'autres situations qui ont obtenu des choses parce qu'ils ont été plus malins que l'adversaire. En lisant toujours votre carrière, j'ai lu un truc de dingue, j'ai du mal à y croire, mais c'est votre expérience en Grèce où votre président était à la tête d'un réseau de trafic de de vidéophones, c'est ça? Ouais, non, de caméscope et de. Caméscope. Ah ouais, non, mais moi je suis tombé sur un. C'est tombé sur un mafieux parce que il avait champ de course, il avait boîte de nuit et il avait fait d'autres choses parce qu'il a été président du basket avant. Il avait été président du basket. Alors aujourd'hui il est mort en prison. Pour dire, donc déjà, juste pour l'anecdote aussi, il se déguisait parce qu'il était interdit de sortie de territoire. Donc il se déguisait pour aller faire les matchs de Coupe d'Europe pour pouvoir sortir avec l'équipe. Alors même si je pense qu'il bernait personne, c'était juste parce que voilà, plutôt que ça se fasse naturellement, il préférait se déguiser, même si j'imagine que la police le savait, mais voilà, ils n'ont jamais. On a aussi beaucoup de pouvoir quand on est mafieux et je pense qu'il en avait beaucoup en Grèce. Et il a fait des choses extraordinaires quand même. Déjà, moi, 2 fois chez moi, il est venu changer les serrures pour que je parte parce que il voulait plus me payer, il voulait plus. Comme je me suis blessé, il voulait plus me payer, il voulait plus. Non, mais il a fait des trucs. Et il a fait un truc encore plus grave que ça, c'est que quand il était président du basket, il y avait un Américain qui avait fait un article dans le journal où il disait que voilà, il voulait une augmentation, il faisait des demandes par le journal. Il est allé jusqu'à enlever le fils de ce joueur à l'école. Il a enlevé le fils de ce joueur et il lui a demandé de démentir dans le journal, sinon il allait faire des trucs quoi. Donc c'est pour dire que voilà, il était capable de faire des choses extrêmes et bon, aujourd'hui il est plus là donc mais c'est marrant parce que moi, je l'ai connu on va dire dans la pire situation, et Pierre Ducrot l'a connu dans un autre club, et finalement, il s'entendait bien avec Pierre Ducrot, et c'est pour ça que lui il me disait, mais c'est fou que cette expérience que tu as eue, parce que moi je l'ai eu après. Alors il me dit oui, bien sûr, c'était un mafieux et tout ça, mais il dit voilà, le feeling est passé et ça s'est mieux passé avec lui. Alors peut-être qu'il avait changé un peu aussi, mais en tout cas, c'était voilà, 2 expériences particulières et différentes avec le même individu et certainement le même caractère, mais voilà, c'est comme ça. C'est bien, Marc, comme ça, Béchir, tu vas pouvoir faire le buzz. Tu tweets quelque chose avec marqué Pierre Ducrot était proche d'un mafieux en Grèce. Voilà, comme ça tu vas faire le buzz. C'est sûr qu'en Grèce, de toute façon, en Grèce, ça doit être un monde à part, hein, même quand on voit dans les stades de basket. Au basket, là, les ambiances qu'il y a au foot, c'est un monde à part et c'est sûr que c'est disproportionné même des fois. Mais c'est très surfait parce qu'en fait les supporters sont très agressifs pour les matchs de Coupe d'Europe
Et pas trop en championnat, quoi. Ils deviennent un peu fous. Alors si, pour le match de championnat aussi, mais c'est surtout voilà, quand ils jouent, par exemple là c'était l'AEK, quand ils jouaient Panathinaikos et l'Olympiakos, c'était des matchs de fous, mais sinon le reste, c'était c'était comme dans d'autres stades, quoi. Il n'y avait pas de folie, il y avait pas de. Mais ces deux matchs-là, parce que voilà, c'était la grosse rivalité, il y avait des... C'était plus compliqué, quoi. Et puis en plus, vous n'êtes pas le seul à avoir eu des problèmes en Grèce. Hein. C'est quelque chose qui est très récurrent là-bas. Il y a d'autres joueurs professionnels qui se sont retrouvés, par exemple, c'est un peu une spécialité locale là-bas, c'est quand vous êtes blessé, vous n'êtes plus payé, par exemple. Ah bah là, oui, c'était ça. Ça arrivait aussi à l'époque en Turquie. C'était voilà, il y a eu des pays. Alors là, ça a changé un peu parce que voilà, mais parce qu'il y a un peu plus de contrôle et un peu plus de personnes sérieuses. Mais c'est vrai qu'il y a eu très souvent ou en Turquie, je sais que les joueurs n'étaient pas payés à la banque. Ils étaient payés par une mallette. Et c'était la réalité, c'était du liquide qui touchait, voilà. Ça a été pendant une période. Alors c'était à une autre époque, mais il n'empêche que ça existait. Donc voilà, c'était, faut pas sortir du vestiaire en étant braqué par quelqu'un pour se dire le salaire il est parti parce que le mec il m'a braqué. Donc c'était quand même des situations un petit peu dangereuses et qui auraient pu mal tourner pour d'autres parce que c'était une manière surprenante de fonctionner, mais voilà, après ça reste quand même des situations bien précises. Voilà, c'est la Turquie et la Grèce. Après le reste, il y en a pas beaucoup d'autres dans ces pays-là. Les autres pays sont respectueux des règles et ça se fait normalement. Là maintenant, j'imagine que il y a peut-être beaucoup moins de situations comme ça. En tout cas, Eric Rabessandra. Oh, excusez-moi. En tout cas, merci à vous. Excusez-moi. En tout cas, je rejoins. C'est pas grave. Je rejoins Michel sur ce point-là. Excusez-moi. Bon, je vais essayer de bien le dire. Eric Rabessandratana, merci à vous de nous avoir donné cette interview et de nous avoir donné de votre temps. Merci. Et on espère vous avoir aussi. Avec plaisir. Une autre fois. Merci à vous. Merci à vous. D'accord. Merci, bonne soirée merci à vous. Et bonne continuation. Bonne soirée. Merci Eric. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée. Merci.